Salut tout le monde, c'est Team 101, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, car cette vidéo est le débrief de l'année 2023 en sport mécanique. Non pas juste de Formule 1, non pas juste de sport automobile, mais bien de sport mécanique. C'est-à-dire que dans cette vidéo, nous allons traiter plein de catégories comme par exemple la Formule 1, la Formule 2, la Formule 3, la Super Formula, la Formule I, le WEC, l'IMSA, la NASCAR, l'IndyCar, la MotoGP, la Moto2, la Moto3, le MXGP, le motocross et le supercross américain. Je vais donc bien débriefer toutes ces catégories. Donc si vous ne voulez en rater aucune, restez jusqu'au bout de la vidéo. C'est important. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous avez quelque chose à redire ou à ajouter. Sur ce, bon visionnage. En Formule 3, cette saison, c'est Gabriele Bortoleto qui a été sacré champion devant Zach O'Sullivan et Paul Aron. En effet, Bortoleto qui pilotait chez Trident a été meilleur que ses concurrents et s'est octroyé le titre. Du côté du classement constructeur, c'est Prema qui s'est imposé en faisant rouler Paul Aron, Zach O'Sullivan et Dino Beganovic comme pilote. Cette année en Formule 2, il y a eu une grosse bataille pour le titre entre le français Théo Pourchaire et le danois Frédéric Vesti. Vesti a gagné plus de courses, mais Théo Pourchaire a été plus régulier et a gagné le titre dans la dernière course du championnat à Abu Dhabi. Bravo à lui, il gagne donc le championnat devant Frédéric Vesti et Ayumu Iwasa. Mais c'est Art GP, l'équipe française avec les deux pilotes français Victor Martins et Théo Pourchaire, qui a gagné le titre constructeur devant Prema, l'équipe qui faisait rouler Frédéric Vesti et Oli Berman. Berman était dans sa saison de rookie, tout comme le français Victor Martins. C'est Victor Martins qui gagne le titre de rookie en terminant 4ème devant Oli Berman qui finit 5ème au championnat. C'est donc une super saison pour Art Grand Prix et leurs pilotes car ils ont remporté les 3 titres possibles. Bravo à eux, on espère pour eux qu'ils pourront faire tout aussi bien l'an prochain. Cette année a vu une nouvelle réglementation arriver en Formule I, ce qui a entraîné un changement sur le design des voitures. C'est Jake Dennis qui a le mieux tiré parti de ces nouvelles voitures, car il a tout simplement décroché le titre devant Nick Cassidy et Mitch Evans. Du côté du championnat constructeur, c'est Envision Virgin Racing qui s'est imposé avec Nick Cassidy et Sébastien Buemi comme pilote. Dans ce championnat aussi, il y a eu une nouvelle réglementation et donc un changement de design cette année. Et c'est le japonais Ritomo Miyata qui les a mieux exploités en gagnant le titre devant Liam Lawson, le pilote néo-zélandais qu'on a vu faire plusieurs apparitions en Formule 1 cette saison. Et le 3ème au championnat a été Tomoki Najiri. Au constructeur, c'est le team Mugen Racing qui a remporté le titre avec Liam Lawson et Tomoki Najiri comme pilote. « 2023 a vu l'arrivée en hypercar de quelques nouveaux constructeurs, même si d'autres vont continuer à arriver en 2024. En 2024, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac et Von Wolf sont arrivés en hypercar. Cette année, ça a été encore une fois une victoire au championnat de Toyota avec le sacre de la numéro 8 conduite par Hartley, Hirakawa et Buemi. Ils ont dominé le championnat, leur voiture est encore la meilleure. Ils l'ont montré, on se demande qui pourra les arrêter et surtout quand. Cette année, aux 24 heures du Mans, ce ne sont pas les Toyota qui se sont imposés, mais c'est bien la Ferrari numéro 51 qui s'est imposée. Cette voiture conduite par Giovinazzi, Pierre Guidi et Calado a remporté cette édition des 24 heures du Mans après une bataille avec la Toyota numéro 8. Ça fait plaisir de voir Ferrari gagner au Mans pour leur retour en catégorie reine. Bravo à eux. On peut aussi noter en hypercar l'annonce du retrait de la petite équipe Glickenhaus qui n'avait plus les moyens de continuer en hypercar. C'est dommage. En LMP2, c'est la voiture numéro 34 engagée par le team WRT et pilotée par Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Deletraz qui s'est imposée au général
Et aux 24 heures du Mans, ils ont réussi le doublé. Bravo à eux. En GT-VAM, c'est la Corvette numéro 33, pilotée par Ben Keating, Nicolas Varone et Nick Katzberg, qui a gagné le championnat et qui a aussi remporté les 24 heures du Mans. C'est une très bonne saison pour eux. On note aussi la victoire d'Iron Dams lors de la dernière manche de la saison à Bahreïn. Cette victoire est historique car c'est la première victoire d'un équipage 100% féminin en WEC. Et c'est aussi la dernière victoire de la catégorie GTE car elle va disparaître pour laisser sa place à la catégorie GT3 en 2024. C'est peut-être une bonne chose pour le WEC, ça je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. En IMSA, la saison avait bien débuté pour le meilleur Chunk Racing et leur Acura car ils ont gagné les 24 heures de Daytona, mais c'était une victoire très controversée. Ils ont gardé le titre, mais ils n'ont pas eu les points de la victoire au championnat car il y a eu des soupçons de triche de leur part. Tandis que finalement c'est le Whelen Engineering et leur Cadillac qui a remporté le championnat devant le team Andretti et l'Acura. Donc au constructeur, c'est Cadillac qui gagne le titre devant Porsche, Acura et BMW. On passe maintenant à l'IndyCar et donc cette année c'est l'Espagnol Alex Palou qui a remporté son deuxième titre avec l'écurie Chip Ganassi Racing. Il a fini la saison devant Scott Dixon et McLaughlin. À l'Indy 500, c'est Joseph Newgarden qui s'est imposé, tandis que pour Romain Grosjean, il a fini 13e du championnat avec seulement 2 podiums. En NASCAR, cette année, c'était Larson, Bell, Byron et Blaney qui étaient en finale, et c'est Blaney qui a remporté le titre en finissant 2e de la finale. Au championnat, donc, c'est Larson, Byron et Bell qui finissent dans cet ordre-là 2, 3 et 4. Tandis que la mythique course de Daytona, le Daytona 500, a été remporté par Ricky Stenhouse Jr. En WRC, cette saison a été dominée par le Finlandais Kalle Rovanperä sur sa Toyota. Il remporte donc son deuxième titre d'affilée à seulement 23 ans. Il gagne donc ce championnat devant son coéquipier Elfyn Evans et Thierry Neuville sur Hyundai. Du côté du classement constructeur, c'est encore Toyota qui s'impose devant Hyundai avec Rovanperä, Evans, Katsuta et Sébastien Ogier comme pilote. J'en profite pour rendre hommage à Craig Breen, le pilote irlandais qui pilotait pour Hyundai. Il s'est tué lors des essais pour le rallye de Croatie. C'est dommage, c'est un très bon pilote, repose en paix. En WRC2, c'est Andreas Mikkelsen qui s'est imposé sur sa Skoda Fabia. Bravo à lui. En MX2, c'est l'Italien Andrea Adamo sur KTM qui a gagné le titre devant le Belge Jago Geerts sur sa Yamaha. Geerts n'aura donc pas réussi à gagner 2 titres en MX2 avant de passer en MXGP car il a atteint l'âge réglementaire où il doit passer en MXGP. C'est dommage, il aurait dû gagner des titres, il les méritait. Il a été trop souvent blessé pour pouvoir en gagner. C'est vraiment dommage, cette saison il était plus rapide que tout le monde mais il s'est trop blessé. Et sinon, c'était Simon Lagenfelder sur GasGas qui finit 3e au championnat. En l'absence de Jeffrey Allins et de Tim Gadger qui n'ont pas pu se battre pour le titre à cause de blessures alors qu'ils ont dominé les derniers championnats, c'est l'Espagnol Jorge Prado sur sa GasGas qui a remporté le titre devant Romain Fèvre, le Français, sur sa Kawasaki et le Suisse Jeremy Seewer sur sa Yamaha. En SX US, en 250 sur la côte Est, c'est Hunter Lawrence sur sa Honda qui a dominé ce championnat. Il finit devant Hayden Deegan, l'américain, sur sa Yamaha et Max Anstie, l'anglais, sur sa Honda. Sur la côte Ouest, c'est son frère Jess qui a gagné le titre, lui aussi sur Honda, devant RJ Onfire sur Husqvarna et Levi Kitchen sur sa Yamaha. En 450, c'est Chase Sexton sur sa Honda qui a gagné le titre après une grosse bataille pour le titre avec Eli Tomac. Le pilote américain Tomac s'est blessé à l'avant-dernière course de la saison, mais il finit quand même 2e au championnat sur sa Yamaha devant Cooper Webb qui finit lui 3e sur sa KTM. En MX US, en 250, c'est Hunter Lawrence qui a gagné le championnat devant Justin Cooper sur sa Yamaha, donc qui est américain.
et Joe Shimoda sur sa Kawasaki, lui, il est japonais. Tandis qu'en 450, c'est son frère Jet Lawrence qui est monté de 250 à 450 entre le supercross et le motocross. Et donc c'est Jet Lawrence qui a gagné le championnat pour son tout premier championnat en 450. Il a réussi à gagner le championnat. Et de quelle manière? Parce qu'il a gagné toutes les manches de la saison avec facilité. C'est pas comme s'il avait eu de la chance. Non, il a vraiment gagné toutes les manches pour sa saison de rookie. C'est incroyable ce qu'il a fait. Bravo à lui. C'est le premier à avoir fait ça, à gagner toutes les manches pour sa saison de rookie. Grand bravo à lui. On peut aussi noter que le motocross des nations a été gagné par l'équipe de France. Cette année, en plus, ils l'ont gagné à domicile dans une ambiance de folie car il y avait plus de 100 000 spectateurs sur tout le week-end. C'est un nouveau record pour un événement en motocross. C'était franchement un week-end incroyable et j'ai eu la chance de y être. Mais sur le côté sportif, du coup, la France, avec Romain Fèvre, Maxime Renaud et Tom Vial comme pilote, a gagné devant l'Australie et l'Italie. En Moto 3, c'est Raume Mavia qui a enfin gagné le titre. Bravo à lui, très content pour lui. Tandis qu'en Moto 2, c'est Acosta qui gagne le titre. En Moto GP, c'est Francesco Bagnaia qui remporte son deuxième titre d'affilée après une grosse bataille pour le titre avec Jorge Martin. Mais Martin a été moins régulier et c'est Bagnaia qui s'est imposé lors de la dernière course à Valence. Et c'est Mario Bezzecchi sur une Ducati du team VR46 qui a fini 3ème du championnat. Au classement par écurie, c'est Pramac avec leur Ducati et Martin Ezarco comme pilote qui ont gagné le titre. Et c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe privée gagne le titre. C'est historique, bravo à eux. Du côté des Français, c'est une saison encore très compliquée pour Fabio Quartararo sur Isayama qui n'est pas au niveau. 172 points marqués, 3 podiums, 5 top 5 et il finit à la 10e place du championnat. C'est pas top, la Yamaha n'était pas très performante, il galérait parfois à jouer le top 10, il pouvait jamais quasiment jouer le top 5 sauf sur certains circuits où la Yamaha marchait bien. Il peut par contre pas jouer les victoires, c'est assez dommage. Alors que pour Johan Zarco, l'autre français, c'est une meilleure saison car elle finit 5ème au championnat avec 225 points, 6 podiums et même enfin sa première victoire qu'il a décroché lors du GP d'Australie où il a pris la tête dans le dernier tour de ce GP. Un GP fou où il a fait une remontée. Bravo à lui, c'est tellement mérité. On l'attendait depuis si longtemps cette victoire. Bravo Johan. En F1, cette saison, c'est Red Bull qui a tout dominé. Que dire pour débriefer leur saison? 21 victoires sur 22 courses. Ils ont été impériales. Ils ont battu tous les records. Le nombre de victoires en une saison. Le plus grand pourcentage de victoires. Comme l'an dernier, leur voiture était un avion de chasse. Ils étaient quasiment imbattables. La pénalité de soufflerie ne les a quasiment pas impactés. Ou ça ne s'est pas vu et on le verra l'an prochain. Mais j'en doute. Ils ont été meilleurs dans tous les domaines, rien de négatif à dire, bravo à eux. Pour Verstappen, le constat est le même que Red Bull. Il a été magistral, éclaté tous les records, 19 victoires sur 22, plus grand pourcentage de victoires en une saison, plus grand nombre de victoires d'affilée avec ses 10 victoires de suite. Il a été parfait toute la saison, il n'a pas fait une erreur, il a explosé tous les records, bravo à lui. Il aurait pu être champion constructeur tout seul, car il a plus de points que Mercedes qui finit 2ème. Tandis que pour Perez, c'est plus compliqué, il fait 2ème au championnat, mais bien loin de Verstappen, c'est incomparable. Il y a 300 points d'écart, Perez n'a que 2 victoires et 9 podiums. On a vu beaucoup mieux, c'est pas une top saison pour lui, il n'était pas dans le rythme de Verstappen, il ne l'a quasiment jamais challengé. Il n'a pas réussi à exploiter le potentiel de sa voiture. Saison moyenne pour Sergio, il a fait beaucoup trop d'erreurs, comme à Suzuka où il a fait plusieurs erreurs dans la course. Pour Mercedes, c'est une saison plus compliquée. La voiture n'était pas assez bonne pour jouer le titre. Ils ont abandonné le concept de la voiture sans ponton en cours de saison, mais ça n'a pas trop affecté l'ordre du championnat. Ils ont réussi à garder la 2ème place du constructeur en maintenant le retour de Ferrari. Même si cette 2ème place est due à une pénalité infligée à Perez à Abu Dhabi. Elle est très contestable cette pénalité. Mais bon,
Ils ont été plus forts au début de la saison, comparé à Ferrari qui a fait l'inverse. C'est une saison moyenne pour Mercedes. Pour Hamilton, c'est la 3e place du championnat. C'est le meilleur des autres. Il a été plus régulier toute la saison, quasiment tout le temps dans les 5 premiers. On peut aussi noter sa pole en Hongrie. Il a fait une bonne saison très régulière. Bravo. Pour Russell, ça a été une saison compliquée pour lui. Il n'a pas été assez régulier. Trop d'erreurs, comme par exemple à Singapour où il gâche un podium dans les derniers tours. C'est dommage, car il a le rythme. Il a une bonne vitesse pure, mais c'était du gâchis, c'est dommage. Saison moyenne pour lui, il aurait pu faire mieux. Pour Ferrari, c'était très compliqué au début de saison. La voiture n'était peut-être pas bonne. Mais ils ont quand même réussi à rattraper en deuxième partie du championnat où ils ont enchaîné les podiums. On peut bien sûr noter la victoire de Sainz et le nombreux podiums de Leclerc en fin de saison. Mais hélas, ils finissent 3e au championnat à cause bien sûr de cette pénalité dont je vous ai déjà parlé. C'est dommage qu'elle mérité la 2e place. Pour Leclerc, c'est une plutôt bonne saison. Il réussit à prendre la 5e place au championnat à égalité avec Fernando Alonso. Il est un peu monté en puissance tout au long de la saison. Au début de la saison, c'était pas top pour lui. Il n'a pas marqué beaucoup de points, fait quelques erreurs. Il a eu un petit creux au milieu de saison où on pensait même que Sainz était un peu au-dessus. Il a su se ressaisir et enchaîner les podiums en toute fin de saison. C'est ce qu'on attendait. Il a réussi à surpasser son coéquipier. Ce n'est pas une mauvaise saison pour lui, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. C'est dû un peu à un manque de chance, beaucoup de malchance, comme à Interlagos où il doit abandonner dans le tour de formation, à Bahreïn la casse moteur. C'est dommage car il a pu viser la 3e place au championnat. Pour Sainz, ça a été une saison compliquée. Il s'est fait surpasser par Leclerc, et on peut quand même noter le fait qu'il sera le seul pilote de la saison qui a réussi à faire tomber Red Bull et à gagner une course. Au début de la saison, on n'aurait jamais cru voir McLaren à ce niveau, car la voiture n'était pas bonne. Ils bataillaient avec AlphaTauri, Williams et les autres pour essayer de marquer des points, mais ils se sont repris. Ils ont fait de très bonnes améliorations qu'ils ont commencé à apporter en Autriche et qui ont très bien marché tout de suite. Ils ont enchaîné les podiums à partir de Silverstone et ils ont fait une très bonne 2e partie de saison. Leurs 2 pilotes ont été très bons. Bravo. Pour Lando Norris, c'est plutôt une bonne saison. Il a su exploiter sa voiture à partir du moment où elle était performante. Il est monté plusieurs fois sur le podium. Du côté de son collègue Oscar Piastri, c'est une très bonne saison de rookie avec 2 podiums. Il a réussi souvent à se hisser au niveau de son coéquipier avec de très bonnes performances. Bravo à lui. Pour Aston Martin, ça a été un très bon début de saison. La voiture était performante. Ils ont enchaîné les podiums avec Alonso. Puis ça a été un peu moins bien en 2e partie de saison. On ne s'attendait pas à les voir aussi haut dans le classement avant le début de la saison. Mais à voir s'ils vont réussir à se maintenir à ce niveau-là en 2024. Du côté d'Alonso, ça a été une très bonne saison. Il finit 4e du championnat. Il fait 8 podiums au total. Bravo à lui. Il a répondu présent dès le début de la saison. Il était très souvent en bataille pour des podiums quand sa voiture le permettait. Il a écrasé Stroll et a offert de magnifiques passes d'armes en piste, comme avec Perez au Brésil par exemple. C'est une très bonne saison pour lui. Pour Stroll, c'était plus compliqué. Cette saison a montré qu'il n'a pas le niveau pour être dans un top team, voire même qu'il n'a pas le niveau pour être en F1 tout court. Il n'a jamais été au niveau d'Alonso, jamais sur des podiums. Il a fait beaucoup trop de crash. C'est une saison très moyenne pour lui. C'est une saison moyenne pour l'équipe française, de bonnes performances, mais ils ont été dépassés par McLaren et Aston Martin. C'est dommage, ils avaient comme objectif de garder leur 4e place au championnat. Mais bon, on peut noter leurs 2 podiums et leurs grosses performances sur certains circuits. Mais ça a été parfois gâché par des soucis de fiabilité, c'est dommage. Pour Esteban Ocon, c'est une saison moyenne avec un podium à Monaco, où il a performé tout le week-end. Il a fait de très bonnes performances. Il était plutôt régulier au niveau de son coéquipier toute la saison. C'est une bonne saison. Pour Gasly, ça a été une bonne adaptation chez Alpine. Il a réussi à battre son coéquipier. Il a été régulier. Il a même réussi à faire un podium à Zandvoort et un autre en sprint à Spa. C'est une bonne saison pour lui chez Alpine. Pour Williams, ça a été une meilleure saison que les années précédentes car ils ont pris la 7e place au constructeur. C'est surtout grâce à Alex Albon
Il y a une voiture très dure à dépasser en ligne droite. C'est pas mal quand on sait qu'ils ont arrêté d'améliorer leur voiture avant le GP du Canada pour se concentrer sur 2024, à voir ce que ça va donner. Pour Logan Sargent, ça a été une saison compliquée pour lui avec un seul point marqué et de trop nombreux crashs. Il a été dominé toute la saison par Albon. Il ne s'est pas qualifié une seule fois devant Albon. Attention, il va falloir faire bien mieux l'an prochain pour conserver son baquet. Pour Alex Albon, ça a été une grosse saison de sa part. Il a réussi à écraser son coéquipier, à jouer régulièrement des points. Il a souvent tenu tête à des pilotes avec des voitures bien plus rapides que lui. Et la sienne était vraiment très compliquée à doubler. Et on a su en tirer parti. Bravo à lui. Pour AlphaTauri, ça n'a pas été un bon début de saison pour eux avec des mauvais résultats. Mais la deuxième partie de saison a été bien meilleure. Surtout en toute fin de saison, ils ont failli passer devant Williams au constructeur. On espère que cette progression va continuer en 2024 pour eux. Pour De Vries, sa carrière en F1 était de courte durée, avec quelques GP qui ont été très compliqués pour lui. Il n'a pas été au niveau, il n'a pas marqué de points. Il a été remplacé par Ricciardo en Hongrie. Mais Ricciardo s'est blessé au poignet aux essais du GP de Zandvoort et c'est Lawson qui l'a remplacé lors de quelques courses. Et il a très bien performé en marquant 2 points en se qualifiant en Q3 à Singapour. Il a montré qu'il méritait sa place en F1 et on espère qu'il en aura une en 2025. Pour Ricciardo qui a repris sa place une fois rétabli, il a fait de très bonnes courses comme au Mexique et a marqué 6 points. Il mérite bien une place en F1. Pour le japonais, Yuki Tsunoda, c'est une saison moyenne, même s'il a remporté plus de points que ses coéquipiers. Il ne les a pas écrasés non plus, sauf De Vries. C'est moyen, il n'a pas fait de coup d'éclat non plus. Saison moyenne pour Tsunoda. Pour Alfa Romeo, ça a été une saison compliquée. Ils font 9e au championnat. La première partie de saison était meilleure, même si on ne les voyait pas à la télé. Ça a été toute l'année. Ils étaient inexistants. On les voyait juste pour des crashs ou des abandons. Pas de coup d'éclat, que quelques points marqués. C'est pas dingue. Pour Bottas, c'est une saison où il s'est illustré plus en dehors que sur la piste. C'est dommage, mais il a quand même fait mieux que son coéquipier. Ça reste très moyen. Tandis que pour Zhou, c'est encore une saison compliquée. Il n'a pas été bon. Il a été inexistant. Attention, pour les deux pilotes, il va falloir faire mieux pour garder leur baquet. Pour l'écurie américaine Haas, c'est encore une saison très compliquée, peu de points marqués, pas une bonne voiture. Ils ne sont toujours pas arrivés à bien améliorer leur voiture et à rattraper les écuries qui sont devant. Pour Magnussen, ça a été une saison très compliquée. Il n'a pas été au niveau, s'est fait écraser par son coéquipier. C'est pas top pour lui, il va falloir faire mieux pour garder sa place. Tandis que pour Nico Hülkenberg, ça a été une bonne saison. Il a réussi à écraser son coéquipier. Bravo à lui. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à dire si elle vous a plu ou pas. Et pourquoi, si j'aurais pu mieux dire des choses, en rajouter ou si tout simplement je me suis trompé, ça peut arriver. Tout ça, dites-le dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. À plus tard.